Je vois dans l'assistance beaucoup de gens qui ont connu, qui ont vécu 1968, ça fait plaisir. Il y en a aussi quelques-uns qui n'ont pas connu. Alors je voulais simplement vous dire, pour ceux qui n'ont pas vécu 68, que le mignon petit garçon ici, c'est Gérard Gélas. Il fallait quand même que vous le sachiez pour après, pour la suite, c'est très important. Voilà, je ne vais pas vous parler de mai 68, puisque Gérard va le faire et va le faire très bien. Merci Gérard d'être venu, un ancien du lycée qui vient faire une conférence au lycée, c'est sympa. Je vais simplement vous rapporter cette phrase de Jean Vilar. Donc c'était un petit peu après mai, c'était pendant le festival en juillet 68, où Jean Vilar, sur la place de l'Horloge, il regardait tous ces jeunes gens, et il a dit, si j'avais l'orage, je ferais comme eux. Voilà. Donc c'était un symbole que j'aime bien. Et maintenant, Gérard, pour revenir, donc le beau jeune homme que je vous ai montré va vous parler. Écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, peut-être des demoiselles, merci d'être là. Je remercie mes amis de l'association des anciens Mistral qui m'ont lancé cette invitation, presque un défi, voilà, et qui m'ont fait sortir de mon embourgeoisement séculaire. Ben oui, il paraît que je suis un notable. Semi-séculaire, oui. Vous avez raison. De toute façon, je disais tout à l'heure à un pote que c'est 50 ans de 68. On repart aujourd'hui, puis c'est le 22 mars, et tous les 50 ans, on foutra le bordel. Bon. Remarquez, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Hein. Voilà, écoutez, donc je suis venu sans notes, sans rien. Vraiment, cela dit, c'est un petit peu mon habitude, ou ma mauvaise habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui lit, qui prépare, qui lit, je lis beaucoup, mais qui lit ce qu'il a écrit. Voilà. Donc je vais un petit peu improviser. Bien sûr, cette période-là est une période très particulière. Pardonnez-moi si je personnalise, hein, puisque ça n'est qu'un témoignage, ça n'est pas la vérité objective de cette époque. Ça, je ne suis pas un historien et je n'ai pas la distance avec cela, même si effectivement des dizaines d'années se sont écoulées depuis ces événements. Mais oui, un témoignage personnel, voilà. Bon. Donc, effectivement, si vous voulez, et c'est un hasard, mais tout part au fond de cette cour, là, en bas, où, je crois en février, un truc comme ça, ou janvier-février, je suis admis comme pion au lycée Mistral. J'exerçais mes talents au lycée d'Orange, mais je viens d'être viré pour m'être battu avec un élève. Et oui, j'avais 20 ans, il en avait 19, et il m'a traité de sale enculé de pion. Bah, il a pris un pain. Mais on m'a fait remarquer que là, je dépassais ma fonction, quoi. Donc le lycée Mistral dans lequel j'avais exercé depuis la 6e, puisque avec Pierrot, Tatomont et d'autres, Bernard, etc., et certains pas mal qui sont dans la salle d'ailleurs, on a inauguré ce lycée, c'était notre première 6e, et c'était l'ouverture du lycée Mistral. On arrivait du vieux lycée, à la médiathèque Sécano, où je serais demain pour lire des poèmes de Roi des Chars, à 12h30, vous avez intérêt à y être. Bon. Bah oui, on est des saltimbanques, hein, bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, donc, tout est parti de là, parce que le lycée Mistral, le proviseur de l'époque, a eu la gentillesse de me récupérer, puisque je venais d'un milieu très, très désargenté, et donc il fallait que je gagne 3 sous, quoi, pour exister, pour vivre, tout simplement. Et le proviseur a accepté de me prendre, même si je l'avoue, et il a eu beaucoup de compassion, parce que j'avais pas été un élève tout à fait exemplaire, quoi, sans pas trop le dire. Bon, je rassure, il y a quelques jeunes gens dans la salle, pour pas leur donner de très mauvais exemples, dire tout simplement que je choisissais un peu trop ce qui m'intéressait, quoi. Et voilà, c'est-à-dire la philosophie et la littérature, bon, voilà. Et c'est vrai que j'avais été dispensé ici, je faisais ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire, je venais en cours, je venais pas. Je passais mes après-midi avec mon Solex dans les ruines de Saint-Laurent-Rémy, de Provence, où je me prenais pour Camus à Tipaza. Et donc le lycée Mistral, effectivement, c'était un petit peu particulier pour moi, quoi. Bon, voilà.
Bon, et puis c'est vrai que la philo, entraînant tout cela, j'ai eu une note, bon, voilà, très importante au bac, donc je proposais une bourse à la Sorbonne, une bourse à Nanterre. Pour mes parents, évidemment, c'était formidable, pour moi aussi, mais je décide de ne pas faire d'études. Je vais un petit peu en philo à Aix une année, mais bon, bref, j'étais tout le temps avec ma contrebasse, bref, j'étais vraiment pas quelqu'un de sérieux pour les études, même si je travaillais beaucoup, mais je travaillais beaucoup la littérature, l'écriture et la philo, quoi. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, dans cette cour, je suis pion, et je quitte cette cour, je vous dirai pourquoi, pour aller pas très loin d'ici, à la fac, qui était à côté, rue Joseph Vernet. C'était la seule fac, c'est l'embryon de la fac d'Avignon d'aujourd'hui. Et je vais à la fac avec 2-3 copains, pas du tout étudiants d'ailleurs, comme moi, et on fait une demi-journée, on fait fermer la fac. On rentre dans les salles de classe, on ouvre la porte, on dit au prof, tire-toi. C'est pas beau, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais je vous dis la vérité. Et le prof, un peu interloqué en général, qui je le comprends, n'ont pas l'habitude de tant de vulgarité et de non-respect, parce que je ne revendique pas ça, hein, je vous raconte quelque chose qui ne veut pas dire que j'y souscris, y compris à des choses que j'ai pu faire. Les professeurs se lèvent et partent, quoi. Bon, à ce moment-là, les élèves nous regardent et ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Et nous, on leur dit qu'un truc, grève générale. Bon, ils ne savent pas ce que c'est, nous non plus, mais bon. c'est la grève générale. Et donc on est 3, je crois, oui, j'exagère, une demi-journée, mais en une journée, on fait mettre la fac en grève. Je suis obligé de faire un retour en arrière. Pourquoi j'ai quitté cette cour et ce cocon extraordinaire du lycée Mistral, où enfin je gagnais 3 sous. Mais tout simplement parce que, à l'âge de 14 ans, je rencontre le milieu anarchiste et je deviens très très ami des anarchistes espagnols. Alors pas les rigolos, je ne joue pas le nostalgique, ces jeunes d'aujourd'hui, non, moi c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que c'est pas les anards d'aujourd'hui, que de cortège, boulon, casser la vitrine, piquer 3 fringues. Non, c'est tout à fait autre chose, les anarchistes espagnols. C'est beaucoup ont combattu Franco, pas mal sont exilés, ou alors deuxième génération, mais en général c'était la première génération quand même. Donc des gens qui avaient connu le feu, qui s'étaient battus physiquement, qui avaient perdu des leurs dans les combats contre le franquisme, et donc qui étaient venus en France, merveilleusement accueillis d'ailleurs dans un camp de concentration par le régime de l'époque. Et quand ils en sortaient, pas mal se sont fixés dans la région, dans le coin. Et pour des tas de raisons, je les ai rencontrés, beaucoup à travers Camus, je dois le dire. C'est pas parce que je suis dans un lycée que je cherche à tout prix des filières littéraires, hein, mais c'est une réalité. Je suis un camusien de la première heure, et on sait tous que Camus était un libertaire. Et que sa pensée, et singulièrement L'homme révolté, que j'ai eu très tôt, je crois que j'avais 15-16 ans, m'ont énormément apporté et m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et qui étaient le monde libertaire. Voilà. Donc avec ces anarchistes espagnols, à 14-15 ans, puis ensuite, je fais une sorte d'éducation. J'apprends des choses. J'apprends et puis je corrobore aussi des intuitions. À savoir, à l'époque, je parle toujours dans ce temps-là, hein. Aujourd'hui, mon point de vue est quelque peu modifié, je dois le dire, si je ne suis pas démago. Mais à l'époque, j'ai en moi des principes tout simples, dont certains que je partage toujours d'ailleurs, c'est pourquoi il y aurait une poignée de gens qui auraient tant de choses et tant de gens qui n'ont rien, quoi. C'est tout simple, hein. Mais on peut se poser la question quand même. Pourquoi la propriété, pourquoi, enfin, etc. L'héritage ou bien d'autres choses. Et pourquoi aussi faut-il qu'il y ait un chef et tous les autres qui suivent. Bon, là-dessus, j'ai beaucoup évolué, sinon je ne serais pas un leader, et j'en suis heureux, je ne vais pas me cacher derrière les murs. Et j'ai toujours été d'ailleurs. Parce que vous savez, chez les anards, il n'y a pas plus conservateur et autoritaire que les anards, hein, croyez-moi. J'en suis là. Donc, à l'époque, ils m'apprennent beaucoup, ils corroborent mes intuitions de jeune homme, en apportant des théories, quoi, et notamment ce qu'ils ont vécu dans certains villages ou villes en Espagne, où il y a eu effectivement vraiment
tentative et puis pendant 2 ans, des pratiques d'autogestion qui se font, où effectivement tout est partagé et où, selon le vieux slogan anarchiste, on ne dirige pas les hommes, mais on gère les choses, ensemble. Ça, ce sont des principes qui n'ont pas disparu pour moi. Hein. Ceux qui travaillent avec moi le savent, je crois qu'il y a une certaine autonomie quand on travaille avec moi. Bien sûr, c'est mon contrôle dans la direction où je veux aller, mais je pense que je ne suis pas entouré de petits bénis oui-oui et de caniches. Bon. Et donc, cette fréquentation m'amène un corpus idéologique, vous l'avez compris, qui fait que je suis dans l'attente, comme un certain nombre de jeunes gens, ou de moins jeunes, ou d'anarchistes espagnols ou pas espagnols, de la révolution. Je suis sûr que la révolution va arriver. Je suis imprégné de Che, ça n'a rien d'original à l'époque, comme probablement peut-être un certain nombre d'entre vous, Che Guevara, pas Mao, que j'ai toujours détesté, et d'ailleurs les anards n'ont jamais été très amis, il faut bien le dire, avec les maoïstes. Mao, Staline, etc. Bon, et j'irai aujourd'hui jusqu'à Lénine, quand même, qui est le premier à avoir fait des camps. Hein. Donc, et fait tirer sur les ouvriers, et particulièrement sur les anarchistes, bien sûr. Donc, dans cette mouvance-là, dans ce corpus idéologique-là, je m'y retrouve, et j'ai un certain nombre de principes qui font qu'avec des amis, et sous l'œil bienveillant, mais totalement extérieur, des anarchistes espagnols, on crée une cellule anarchiste à Avignon, et j'en suis. Et ceux qui sont au courant des faits pourraient le corroborer. J'en suis, et bon, donc cette cellule anarchiste, à l'époque, dépend de la Fédération anarchiste, ce qu'on appelait la FA. La FA est dirigée par un type que j'ai bien connu, qui est Maurice Joyeux, qui était le grand ami de Léo Ferré aussi, lequel Léo Ferré faisait régulièrement des concerts à la mutualité, dont il donnait l'intégralité de la recette pour que ce journal puisse continuer à exister. Ce Maurice Joyeux, que je connais, que j'ai même fait venir très jeune à la mairie d'Avignon faire une conférence, qui entre parenthèses une digression, mais permettez-la moi s'il vous plaît, qui à la mairie d'Avignon fait un discours complètement lénifiant sur l'anarchie, etc. Moi je suis un jeune homme, j'attends que du baston, de la révolution, des balles qui sifflent, les drapeaux partout, les barricades, Gavroche, la commune de Paris, je vous dis Nietzsche, etc. C'est ça notre zone de rêve, notre jardin imaginaire. Il fait un discours bon, vraiment emmerdant et très mou. Je le raccompagne à une petite chambre d'hôtel qu'on lui avait louée, et dans la rue, j'ai dit, mais Maurice, franchement, c'était quand même très tiède ce que tu as dit. Il me regarde, il me dit, attends, c'est des bourgeois à qui j'ai parlé, c'est des bourgeois, là, c'est que des bourgeois, tu rigoles, quoi. Il me dit, tu sais ce que c'est l'anarchie, je vais te le dire maintenant qu'ils ne sont pas là, tu vois. Tu prends un boulon, tu pètes une vitrine. Ah, ça c'est un enseignement que j'ai retenu, mais de manière négative. Je trouve ça complètement stupide. Et ça montre à quel point, je ne vais pas refaire le procès de la FA aujourd'hui, où les anards, comme beaucoup, s'étaient encroutés complètement, avec une idéologie très intéressante à certains titres, mais carrément, complètement hors sol, quoi, ne correspondant à rien et ne pouvant déboucher sur rien. Je ne vois pas quelle vitrine descendue fait que le monde serait meilleur. Ça, franchement, il faut m'expliquer. Et malheureusement, ça a perdu, hein, cet état d'esprit-là, malheureusement. Donc, je commence à m'éloigner de la fédération anarchiste avec mes copains. Et les anards espagnols, eux, étaient à la CNT, qui était le grand syndicat anarchiste espagnol. Bon, ils n'étaient pas du tout... quelquefois, un peu à la CGT aussi, avec 2 cartes, mais pas en tout cas... bon, voilà. Donc, je m'éloigne d'eux, et là, une tendance, une branche de jeunes gens commence à pousser sur le vieil arbre anarchiste, et c'est Noir et Rouge. C'est une revue, Noir et Rouge, c'est aussi une manière de se retrouver, et au centre de Noir et Rouge, il y a un type qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Et nous, on bascule de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on quitte la FA, qui nous paraît vraiment, je vous dis, vieillotte, quoi. Bon. Et on va vers Noir et Rouge. Évidemment, le langage Noir et Rouge est beaucoup plus percutant. Vous avez tous entendu Dany, vous savez comment il s'exprime. Voilà. Et à l'époque, il est très tranchant, très intelligent. C'est un formidable animateur, hein, je veux dire aussi. Il soulève les foules à chaque fois qu'il parle, etc. On ne le rencontre pas encore, mais
Mais au mois de février, à peu près au mois de février, je peux me tromper un mois, hein, bon. Au mois de février, la cellule dans laquelle je suis organise la descente à Avignon de Dutheil, qui doit aller en Tunisie. Dutheil, c'est le bras droit de Cohn-Bendit. À noir et rouge, c'est le... Sidani, c'est la voix. Lui, c'est la pensée. C'est celui qui écrit... Il n'écrit pas les discours, mais qui insuffle, bon, c'est lui qui a vraiment... qui maîtrise la pensée libertaire au sein de ce groupe. Et donc il vient, et là, tous on lui saute dessus dès le début de la réunion. Alors, la révolution... et là, il nous dit, écoutez, il n'a pas dit les Français c'est des veaux, mais il a dit la même chose quoi, que De Gaulle. Il dit, bon, dans ce pays, toi avec Dany, les autres, on essaye, en terre, ailleurs, il n'y a rien qui prend, on fout le bordel dans le métro, ça prend pas. Parce qu'ils allaient dans le métro, ce qui est loin d'être idiot, et ils parlaient aux gens, dans le métro, comme ça, de tous les problèmes qu'il y avait. Ils faisaient une sorte de télé en direct, quoi. Ils sont censure. Bon, une nuit ça marche pas, les gens nous écoutent, mais bon, ils emmerdent, on le sent bien, ça va pas et tout. Ils sont vrai. D'ailleurs, je me suis arrêté chez vous parce que je pars en Tunisie en vacances. J'ai décidé d'aller passer 15 jours en Tunisie, etc. Non, c'est pas en février, ce que je dis. 15 jours après, c'est mai qui explose. Il est revenu à toute allure à Paris. Et on l'a vu dans toutes les émissions de télé, les barricades, etc., prophétisant la révolution absolue, etc. Bon, comme quoi tout le monde peut se tromper, et que, en plus, ça dit une chose simple, mais Marx l'a expliqué mieux que moi, c'est le saut du qualitatif au quantitatif. C'est-à-dire qu'on ne voit rien jusqu'à ce qu'on voit. Rien ne se passe jusqu'à ce que ça se passe. Et là, personne n'a rien vu venir, hein, à part quelques poètes. Les poètes, quelquefois, annoncent les orages, les naissances, le retour des cigognes, que sais-je. Mais en dehors des poètes, non, personne n'avait vraiment vu, et surtout pas les gaullistes, cette chose-là déferlante. Bon. Donc, vous aurez compris que nous sommes très préparés, en tout cas idéologiquement, à l'éclosion d'un mouvement de masse. Parce que c'est tout ce qu'on attend. On espère que ça. Parce que cette société-là, à l'époque, on veut vraiment la foutre en l'air. C'est pas de la rigolade. On est prêt à tout. On est prêt à tout. Et c'est vrai que quand on a une formation par les anarchistes espagnols, on est vraiment prêt à tout. Parce que, bon, ils vont pas au combat les mains vides, hein, c'est sûr. Bon, nous, par contre, on est prêt à tout dans nos têtes. Hein. Moi, j'ai jamais tenu un fusil, jamais tiré sur quelqu'un, j'ai jamais même frappé quelqu'un manuellement, contrairement à la légende qui me colle au basque. Mais gardons-la, la légende, comme ça je suis tranquille. Les gens ont peur, c'est super, surtout les politiques. Bon, nous sommes très armés pour aborder cette période de mai 68, et là je retrouve la cour du lycée Mistral. C'est-à-dire que le 22 mars se passe, vous savez pourquoi le 22 mars, hein, c'est histoire de cul au fond, le 22 mars. Ben oui, mais le cul mène le monde, je veux dire, sinon on ne serait pas là tous. C'est que les Dany et les autres décident d'aller voir les filles dans le dortoir des filles. Et ça part comme ça. Je suis un peu fourbe parce que, en réalité, non. Si j'étais un historien, je dirais, j'ai là s'arrêter de déconner parce que, oui et non. Oui, vraiment, dans le symbole, mais non, parce que quelques jours avant, avait été attaqué par des anards le siège près de l'Opéra de Paris d'American Express. Vous voyez le symbole, guerre du Vietnam, American Express, etc. Et les gars avaient été arrêtés. Et c'est par rapport à ça aussi que Dany s'est mis en mouvement avec tous les copains de l'époque libertaire, et que ça, voilà. Et après, il y a eu l'histoire du dortoir, etc. De toute façon, ils étaient prêts, comme nous, à faire feu de tout bois. Quoi qu'il arrive, on prenait ça, on s'en servait pour essayer de réveiller les masses. Bon. Voilà. Et il n'y avait pas TF1. Hein, bon. Donc, remarquez, c'était pire, il n'y avait qu'une télé. Et en plus, c'était le général de Gaulle qui parlait au téléphone. Alors, bon. Donc, je suis prêt, nous sommes prêts, et le 22 mars arrive. Bon, et le 22 mars, eh ben, il précède, le mois d'avril se passe, il y a des turbulences diverses, mais au fond, pas grand-chose. Et puis les arrestations commencent, des bagarres de rue, et l'engrenage infernal commence, c'est-à-dire répression, donc libérer nos camarades, etc. Et la sauce prend. Avignon. Bon, ben Avignon, je vous ai
déjà une part, c'est-à-dire qu'on va aller à la fac, on va la faire fermer. C'est une période très, très, très compliquée et merveilleuse, mais très compliquée politiquement, parce qu'on n'est pas seul. Les anards, on n'est pas nombreux, on n'est vraiment pas nombreux. Et les Espagnols se tenaient à la frange, c'est-à-dire ils ne rentraient pas dans le mouvement. C'était vraiment nous, les jeunes gens. Ils nous foutaient la paix. Ils étaient là, si vous voulez, au cas où, mais ils n'intervenaient pas. Et ils ne nous disaient pas non plus ce qu'il fallait faire. Donc on n'est pas nombreux, et à la fac, il y en a certains qui sont dans la salle que je reconnais, qui étaient dans cette fac. Beaucoup de disputes, de bagarres avec les trotskistes, avec les maoïstes, etc. On passe un temps infini à faire des réunions dans l'amphi, dans le seul amphi, où on passe le temps à se foutre sur la gueule. Souvent, à la tchatch, les anards l'emportent. Bon. Mais enfin, c'est de l'ordre de PSG de Madrid, hein, c'est 3-2, quoi. Donc, mais plus disputé qu'un match de foot. Même des fois des violences, vous voyez, des violences. Les premières menaces physiques que j'ai viennent pas du tout de la droite ou de l'extrême droite, c'est venu un peu plus tard, viennent de sections trotskistes, pour ne pas la nommer, oui, la JS, oui, qui fait partie de l'OCI, et qui sont des fous furieux, parce que ils ont considéré que quelque part j'avais pris en main un mouvement étudiant. J'avais fait la jonction aussi, je vous en dirai un mot, avec la classe ouvrière, notamment les cheminots. C'est le jour d'en parler. Et ils ont décidé de me bousiller, de me rayer la carte, quoi. Ce qui fait que je suis obligé d'avoir des gardes du corps, de changer de domicile assez fréquemment, etc. Bon, très vite je règle le problème, puisque je dors à la fac, entouré de mes gardes du corps, qui même entoure le corps chaud et extraordinaire et plein de rêves du jeune étudiante qui m'a consolé de toutes mes peurs. Ouais. Et donc, c'est aussi ça, ce mouvement-là, c'est aussi l'exaltation de l'essence. C'est pas un mot, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on mêle tout. Ça peut être confus, hein, d'ailleurs, mais on mêle tout. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est le printemps, vraiment. Donc, cette fac, avec son agitation idéologique, la parole, etc., les grands discours, la révolution, et ces grandes oppositions d'hommes aussi, parce que, en fait, je le décris que plus tard, mais c'est aussi des trucs de coq, quoi. Je suis un coq, j'ai un autre coq devant moi, quoi. Lui, il se part avec le drapeau rouge de Mao, moi, je me pars avec les pralines de Bakounine, mais bon... c'est aussi des trucs de mecs, quoi, je veux dire, voilà. Mais c'est pas que ça non plus, c'est pas que ça non plus, il y a de vrais chocs d'idées, de vrais affrontements d'idées, etc. Je n'ai pas parlé du Parti communiste français, qui à l'époque est puissant, très très puissant même. J'ai plus les chiffres, mais ça doit faire du 27%, 24% aux élections, donc si aujourd'hui le PC est à 2,5%, pas sûr même. Donc c'est une époque où le Parti communiste est très très fort, la CGT aussi, je veux dire, elle est toujours forte, hein, mais très quand même une influence, on dira, héritée des grandes années, c'est moi qui parle, hein, je le dis, je le pense, du stalinisme, hein, je veux dire que, et je peux le prouver parce que j'ai adhéré 3 ans plus tard au Parti communiste français. Donc, je peux citer des noms. Donc, oui, parce que c'est comme mon anard, quoi. Il y a des discours pour le public et puis il y a ce qu'on dit en privé, quoi. Moi, la fédération pour le manivet du Parti communiste français, au bout d'une semaine, on m'a montré dans les greniers le buste de Staline sous un chiffon blanc, en me disant un jour il sera en bas à l'entrée. C'est le secrétaire fédéral qui me dit ça. Bon, donc, là, le débat idéologique fait rage. Nous faisons la jonction. Alors, d'abord, une première chose, c'est que, avant tout débat idéologique, première manif. Alors, j'ai pas les dates, hein, je vous ai dit, j'ai rien préparé, mais peu importe, quoi, c'est pas une cour d'histoire. Première manif des étudiants d'Avignon, je sais pas, on doit être le 7 mai. Le 7 mai, voilà, merci Pierre. Donc, le 7 mai, première manif des étudiants d'Avignon.
Je sais pas, on doit être une petite centaine. Je sais pas, non? Plus? La police dit 200. 400. Bon. 400. Bon. On est environ, voilà, entre 200 et 300, mais ce sont vraiment que les étudiants. On part de la gare, comme ça en est devenu la mode, et c'était la mode, on part de la gare et on va au lion de la place de l'horloge. Que grâce d'ailleurs à votre serviteur et à quelques autres, ils ont fait déplacer aux Allées de Loul, parce qu'on s'en servait pour monter dessus et haranguer la foule. Donc, ouais, il est là. Donc, là, si vous voulez, il y a cette manif qui déclenche beaucoup de choses. D'autres manifs suivront, à d'autres dates, avec de plus en plus de jeunes gens, d'étudiants, ou pas étudiants, mais beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants. Ensuite, à partir de cette manif, moi je suis de ceux qui, bien sûr, je mène les débats, je suis dans les débats, à la fac, etc. Je vous ai dit, j'y dors même. Mais je pense qu'il faut faire la jonction avec la classe ouvrière, quoi, tout simplement. Quoi. Je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Je vous ai dit, je personnalise, parce que moi, comment qui parle, c'est les trois. On aurait peut-être des versions différentes. Mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et je contacte, je ne sais plus comment, le dépôt des cheminots d'Avignon. Alors là, tâche ardue. Parce que toutes les grèves en France partaient d'Avignon, à l'époque, depuis la Libération. C'était vraiment ici, à Avignon, que se décidaient les grèves nationales, du dépôt d'Avignon. Il y avait là des gens qui étaient souvent au Parti communiste, CGT, Parti communiste, et notamment deux leaders qui, pour moi, malgré toutes les divergences que nous pouvions avoir sur le plan des idées, qui pour moi était quelqu'un qui, c'était des gens qui étaient admirables, franchement admirables, sur le plan humain, sur le plan du courage, l'un notamment ancien grand résistant, évidemment, et je le nommerai, il s'appelait Peyron-Morte, et l'autre il s'appelait Amarine, plus jeune, mais lui Amarine c'était le fer de lance des cheminots au niveau national, quoi. Il décidait quelque chose et toute la France se retrouvait avec une grève de la SNCF le lendemain matin, vous voyez, bon. Ça se fait plus, ça? Je sais pas. Voilà. Non, ça a changé quand même. Je n'ironise pas sur la grève de mes amis cheminots d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des grèves qui sont très utiles. Mais c'est vrai que j'écoutais hier, ou je ne sais plus quand, et je vois un délégué CGT de la gare du Nord, gare de Lyon, je ne sais plus, secrétaire fédéral, qui dit ouais, c'est dégueulasse, la SNCF, en plus, il y a des trains qui ne vont pas faire rouler pour que les militants puissent pas venir manifester à Paris. Putain, le temps a changé. Oh putain, Macron nous a pas filé la sub pour qu'on puisse acheter des pop-corn à la manif qu'il y aura à Bastille. Non, mais attends. Bon, enfin. Non, mais tout évolue. On devient très... C'est fini. Ah oui, nous, à notre époque, ça n'avait pas encore sonné qu'on était déjà dehors. Alors, donc... la jonction se fait avec ces gens-là qui me reçoivent dans un troquet, un peu étonné que je veuille les rencontrer. Parce que communistes et libertaires, c'était pas tout à fait la même tasse de thé. Hein, voilà. On se parle, ils savent ce qu'on fait, il y a une sorte de vrai dialogue qui s'instaure, et on décide d'unir nos forces. Là, je vais faire une parenthèse avec... ça va durer une seconde. Ce qui se décide, je ne peux pas le raconter. Je ne peux pas le raconter, mais il se décide quelque chose de très fort, que nous n'avons pas fait, qu'ils n'ont pas fait. Mais ils préparaient un sacré cadeau au cas où la police voudrait reprendre le dépôt d'Avignon. Je pense que la police est peut-être au courant. Les essuies montés sur le toit du dépôt. J'en sais rien, moi. Moi, je le sais. Voilà. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de gens, dont Peyron-Morte, la marine, votre serviteur, sont prêts à beaucoup de choses. Heureusement que nous ne l'avons pas fait. Heureusement. Mais on aurait pu. On aurait pu. On aurait pu. Mais bon, peut-être informé, d'ailleurs, la police n'a pas donné l'assaut au dépôt, et tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux. Donc la jonction se fait, nous menons les étudiants des actions. Par exemple, on décide, les poubelles s'accumulent, puisque c'est la grève générale. On décide, avec 2-3 copains qui travaillent au dépôt des trucs qu'ils ramassent, là, des bennes ordures, eux au volant, nous, on fait le personnel, et on ramasse les poubelles la nuit, dans Avignon, pour qu'Avignon soit propre.
par exemple. On va au marché gare avec plein d'amis qui y travaillent, d'une manière légale ou non, on sort des cagettes et des cagettes de légumes qu'on distribue sur le piquet de grève, dans les grèves, etc., 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 etc. Vous pouvez me dire, quelqu'un pourrait me dire, et le théâtre, là, parce que quand même, nous, vous connaissez, pas comme un fouteur de merde, mais en tout cas, un fouteur de merde théâtral, oui, peut-être, mais théâtral. Le théâtre, je vais vous en dire un mot. Le théâtre, juste avant 68, je suis pion, c'est vrai, ici, mais c'est un prétexte pour gagner 3 ronds. Par contre, ma passion, c'est de monter une pièce que j'ai écrite pendant l'hiver 2017. Et pardon, ouais, merci. 67, je me dis tous les 50 ans. Et pendant l'hiver, parce que je suis modèle d'un ami à moi, Alary, le peintre, que peut-être que certains connaissent dans la salle, en tout cas il est mondialement connu comme peintre aujourd'hui, il est avignonnais. Il a un petit cabanon en bas du Fort Saint-André, où il fait très froid, avec un petit poêle à Giacometti. Il se prend il se prenait pour Giacometti et moi pour Jean Genet. Bon, voilà. Donc je pose pour lui, je m'emmerde, je lui dis écoute, je peux écrire pendant une petite table, voilà, tu me dessines, tu me peins pendant que j'écris. D'accord, et j'écris La Paillasse au sein nu. Voilà, de triste mémoire puisqu'elle n'a jamais été jouée. Donc nous faisons du théâtre, en 66-67, nous aménageons avec toute l'équipe de l'époque, tous les acteurs de l'époque, mais on est des acteurs balbutiants, hein, on n'a jamais fait de théâtre, hein, voilà. Il y a Daniel Auteuil, là avec moi, il y a Maman Béa, il y a plein d'autres jeunes gens. Une jolie équipe, hein, et on nettoie une cave de la Chartreuse de Villeneuve, les Avignons, qui sert de dépotoir à ordures de certains Villeneuvois. On passe des mois et des mois à sortir leur merde, et accueilli gracieusement par un architecte yougoslave en exil, Ned Kordas, disparu aujourd'hui, et qui je rends hommage parce qu'il a été formidable avec nous, et de courage aussi, et donc, et ça lui a coûté cher aussi, parce que vous allez me comprendre pourquoi, et donc là on crée notre premier petit théâtre du Chêne Noir qui ne sera jamais ouvert. Bon, et vous savez déjà pourquoi, mais je vous le redirai. Donc à partir d'où répétons, nous commençons à répéter La Paillasse au sein nu, avec un Daniel Auteuil qui s'impatiente pour 2 raisons. La première, c'est que j'arrête pas de lui dire tu nous fais chier, t'as vu comme tu parles. Oui, tu comprends, avec ça, tout le temps. Je dis bon, pourquoi tu parles comme ça, parle naturellement. Hein. Oui, mais Gérard Philippe. Je dis mais t'es pas Gérard Philippe. Bon. Je me suis trompé sur lui, je croyais qu'il était nul, moi, franchement. Et puis, il y a lui qui s'impatiente, et qui s'impatiente aussi parce que, là, je comprends pas, on répète pas, on fait que discuter de politique, de révolution, et c'est vrai que les répétitions commencent par 2 lignes de mon texte, et au bout de 3 lignes, ça y est, c'est parti, on commence à refaire le monde, et non, voilà, et on répète pas, quoi, voilà. Par contre, on a tout nettoyé, ça oui, c'est physique, et bon, voilà. Et arrive 68, donc on arrête ce théâtre naissant, on recolle ce que je viens de vous raconter, la fac, etc., et on oublie le théâtre. Mais le théâtre est très présent pour nous, parce que d'abord, ça réunit certains jeunes gens. Ce que la police, à l'époque, ne croit pas. La police pense, en tout cas une partie de la police, en tout cas ceux qui m'en ont parlé, pensent que c'est reconstitution de ligue dissoute après 68. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert du théâtre pour camoufler des activités violentes, anarchistes, voilà, constitution de ligue dissoute. Pas du tout, pas du tout. Moi j'ai la cour de sûreté aux fesses, ils perquisitionnent de nuit, ce qui est complètement illégal chez mes parents, ils insultent ma mère italienne parce qu'elle a un crucifix au-dessus du lit, et en jetant le crucifix, ils lui disent quand on a un fils comme vous, on ne met pas ça au mur, hein, par exemple, voilà. Ils menacent de reconduire à la frontière ma marraine qui dirigeait le cinéma Le Palace, Giuliana, que certains ont connu probablement ici, et parce qu'elle n'est pas naturalisée, qu'elle est toujours italienne, enfin on fait des pressions sur ma famille, etc. etc. Bon, rien que de nouveau sous le soleil, hein, c'est une méthode qu'on connaît dans tous les pays du monde, mais je les éprouve de l'intérieur, et croyez-moi, c'est pas forcément facile tous les jours. Donc, par rapport à tout ça, le théâtre, lui, est présent pour nous, mais présent comme une espèce de but à atteindre, et pas encore d'une pratique très sérieuse, très organisée, très... voilà. Donc mai 68 se déroule, et quand après, à la
fin de mai 68, quand les Français révolutionnaires la veille voient que De Gaulle, avec habileté, a fait remettre de l'essence aux pompes à essence, eh bien, ils partent en week-end. Ah, ça, tu me parleras de le peuple révolutionnaire. Ça, c'est sûr qu'on est tout à fait sur les battus. Remarquez, qui y avait autour de Che? Vous direz, il n'y a qu'à pas y aller, mais qui y avait autour de Che en Bolivie? Tu as vu l'attitude des paysans boliviens avec Che, quoi. Ils nous emmerdent, ils marchent au milieu de nos plantations, et puis, allô, la CIA, il est là, bon, etc. C'est un phénomène, c'est là, moi, que j'ai évolué beaucoup, excuse-moi de vous le dire, c'est que pour croire aux révolutions, il faudrait encore croire dans l'homme tel qu'il est. Or, je n'y crois plus. Mais ça, c'est moi. Je ne crois pas à l'homme tel qu'il est. Alors, on dirait que l'évolution transforme l'homme, et je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'aucune révolution ne changera jamais personne. Il suffit de regarder. Regardez la Chine, regardez l'ex-Union soviétique. Qui ça a changé à part des dizaines de millions de morts qui ont été exécutés? C'est toujours très dangereux pour moi quand on veut changer l'autre. Pour moi, il n'y a plus qu'un truc qui m'intéresse, c'est se changer soi. Il n'y a que ça. Et après, en relation avec les autres, bien entendu. Alors, c'est des petites gouttes d'eau. Hein. Je ne suis pas un fan de Rabin, mais c'est le petit colibri, quoi, c'est sûr. Tu mets ta petite goutte d'eau. Tu vois, ça peut être par une grève, hein. Ça peut être par une manif, ça peut être par un acte d'amour, ça peut être par t'occuper de tes enfants, ça peut être pour t'occuper de toi, pas manger de la merde, essayer de vivre autrement, essayer d'être un peu plus ouvert à soi, aux autres, etc. Il y a des milliards de possibilités, mais certainement pas celle institutionnelle de la révolution avec un grand R. Ça, moi, franchement, j'y crois plus du tout, et par expérience. Donc, à l'époque, j'y crois beaucoup. Et on se réfugie donc, après mai 68, dans mon théâtre, et là on se met à répéter comme des dingues. Alors pas avec Auteuil, parce que ce niais, expression provençale, avec ce niaille, il s'est planté en bagnole, dans le coma, il est à l'hôpital, et chaque fois qu'on se voit, il me reproche, ou presque chaque fois, il me reproche, en rigolant mais à moitié, ouais, tu te rappelles, quand tu es venu, j'étais dans le coma, chercher mon texte sur mon lit de mort, et tu as dit à ma mère, qui veillait jour et nuit, tu lui as dit à ma mère, écoute, est-ce que vous pouvez me donner le texte de Daniel, parce qu'on n'en a pas d'autres. Ce qui est vrai. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Et que sortir un texte à la photocopieuse, mon père essayait de me les sortir subrepticement à la cité administrative, établissement honorable dans lequel il était journalier, mais enfin, il ne pouvait pas trop se faire opérer non plus. Bref, et puis j'osais plus lui demander. Donc, Auteuil n'a pas participé à ces répétitions. Voilà. Mais il est vivant, vous le voyez bien, regardez, à moins que ce soit un clone. Non, c'est lui. C'est lui. Donc, on répète, on se prépare. Ned Cordas, l'architecte, assiste à nos répés. Une journaliste qui sera la seule à avoir vu la paillasse au sein nu, Raymond Temkin, hélas aujourd'hui disparue, grande dame de la critique théâtrale nationale, c'est-à-dire parisienne. Ah oui. Oui. Eh bien, cette grande dame, elle, est venue là, je ne sais pas comment elle a tiré là, je peux rentrer avec son mari, bah oui, on a dit oui, et ils ont assisté à le filage, c'est seul, je crois. Bon. Pour la raison suivante, c'est que arrive le mois de juillet, bon, avec le mois de juillet arrive une compagnie de théâtre invitée par Jean Villard, le living initiateur, qui viennent de New York, qui sont des anards. Comme ils sont anards, la jonction est très vite faite avec le groupe dont je fais toujours partie. Donc on se rencontre, on s'apprécie, on se connaît. C'est des anarchistes non violents. Et ils s'installent, parce qu'ils sont venus très très avant les représentations, ils s'installent en juin, je crois, à l'ancien petit lycée Mistral. Fin mai, bon, à l'ancien petit lycée Mistral, dont nous étions issus. Ils s'installent là, et là, nous les jeunes de l'époque, vous imaginez quoi, des Amerlocs, même si on gueulait sans arrêt contre l'impérialisme américain. Enfin, eux aussi, c'est les opposants radicaux. Hein. Donc, enfin, des Américains, des femmes plus belles les unes que les autres, des espèces de Scheherazade qui viennent de Hollywood, refait par Bollywood et tout le cinéma égyptien, espèce de reine, tu vois, c'est l'âge où toi, tu te bandes comme un fou, mais bon, tu vois, à l'époque, un bisou, c'était pas balance ton porc, hein, un bisou, ça demande des semaines de négociations avec des lettres parfumées. Non, mais on est tombé dans l'inverse, je le reconnais. Et je compatis à tout ce combat essentiel de toutes ces femmes qui ont été violées partout, quoi. Il y a des femmes violées, d'ailleurs, c'est une digression, mais
c'est abominable. Je veux dire, non respecter un être humain, femme ou homme ou enfant, c'est abominable. Là, je plaisante pas. Mais enfin, toutes ces actrices violées, moi, qui suis dans ce métier depuis maintenant 50 ans, il y en a aussi qui vont vraiment au viol les bras ouverts, hein, je peux vous le dire. Ça existe. Excusez-moi, je sais que je ne vais pas dans le bon sens, mais ça existe. Voilà. Non, mais tout ce qui est comme ça, toutes ces modes sur lesquelles on nous assomme, tu vois, là, ils vont nous gonfler avec ça pendant... Alors qu'il faut être intraitable avec celui qui se conduit mal avec une femme. Il faut être intraitable. Il y a des lois. Applique la loi, c'est tout. Et puis voilà. Mais là, maintenant, c'est ceci, c'est cela, c'est les ministres, c'est les trucs, on fait des soirées, on rejoue le monologue du vagin avec des ministres qui vont faire les monologues du vagin. Remarquez, nous, on les a fait au Château, les monologues du vagin, il y a 20 ans, quoi. Bon, ok, ça va, bon, voilà. Et ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Une actualité chasse l'autre, il faut vite trouver des thèmes et tout. Bon, c'est... je suis pas complètement d'accord avec Mélenchon, mais il déconne pas tout le temps non plus, parce que, franchement, c'est vrai qu'il y a un pouvoir des médias qui commence à gonfler. Franchement, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd, et le conditionnement, bonjour. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est libre, hein. C'est vrai que tu pourras dire, moi qui vais en Chine de temps en temps, beaucoup moins que mon fils, mais qui vais de temps en temps, c'est vrai que c'est un régime totalement... Bon, dictatorial, enfin, et encore maintenant, en plus avec le président Ali. Mais cela étant dit, alors nous on est libre, hein, nous on donne des leçons aux Français à la terre entière, on est libre, on est vachement libre. Hein. Mais tu es fou quoi, on n'est pas libre parce que le siège de la liberté se tient où? Il se tient dans le cœur et dans l'esprit. Et que le cœur et l'esprit en ce moment, vous voyez par qui c'est pris quoi. Vous voyez la manière dont on le coordonne. Le cœur c'est quoi? C'est pour faire vendre des bagnoles. Tu vois, donner de belles images, etc., vendre des voitures. Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est s'organiser de telle manière qu'on gagne encore un peu plus d'argent, qu'on puisse prévoir, qu'on puisse tailler, qu'on puisse... Bref, l'être humain est devenu soumis à la comptabilité. C'est plus la gestion des choses dont les années rêvaient, c'est vraiment les plans comptables. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, j'en ai un, j'ai même un commissaire au compte, que je respecte. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de nos rapports entre nous. C'est-à-dire que si le rapport de l'humain à l'humain est uniquement un rapport qui est dicté par la loi de l'argent, parce que c'est in fine ça, et ça n'a pas changé, non, ça s'est aggravé, pardon. Ça a changé, ça s'est aggravé. C'est pire qu'à l'époque. Et si c'est ça, je veux dire que quel est le sens de la vie? Je ne suis pas né pour être un consommateur. Je suis né, j'ai poussé un cri de douleur, parce que l'air devait me brûler les poumons, comme tous les bébés, tous les nouveau-nés. Mais je ne suis pas né pour être un consommateur. Et je ne suis pas né pour qu'on me dise le soir, qu'est-ce que va être ma vie dans les 2 jours qui viennent, et comment on va me changer, comment on va me ceci, comment cela, et l'ordonnance qu'on met, et les lois qu'on met, le ci, le ça. Oui, un ordre social, oui, un contrat social. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, oui, c'est ce qui nous manque, un contrat social, pour continuer à vivre ensemble, et à plus avoir ces éclatements de communautés partout, religieuses ou autres. Hein. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous importe à nous humains? C'est peut-être de trouver un sens à la vie. Pour trouver un sens à la vie, il faut pouvoir le chercher. Pour pouvoir le chercher, il faut avoir l'esprit peut-être un peu plus clair et moins occupé par toutes les conneries qu'on nous assène toute la journée. On est écrasé par la pub, par ceci, par cela. On est hyper manipulé. Autant que les Chinois, d'une autre manière. D'une autre manière. Bon, passons. Mais les fous sont là. Regardez combien vous êtes. Voilà, donc, on arrive le 18 juillet 68. Bon, là, je vais être rapide. Ouais, c'est bon, c'est impeccable. Ah, d'habitude, c'est une introduction. Hein, et donc, le 18 juillet 68, je déjeune chez mes parents, au Chêne Vert. Voilà, ce qui me donne l'explication pourquoi Chêne Noir, bon, Chêne Vert, et puis Noir, parce que l'entonnoir Lizana, et les forcément d'Antonin Artaud. Donc, je suis déjà féru à l'époque. Je connais très bien Antonin Artaud dès l'âge de 17 ans. Donc, en tout cas, ce qui est publié à l'époque, parce que tout n'était pas publié. Donc, 18 juillet, je déjeune chez mes parents. Il y a une petite descente, là, dans la maison, et je vois arriver un fourgon de gendarmerie. Bon, dans le conditionnement qui est le mien, avec le peu que je vous ai raconté, mais quand même les petites choses que je vous ai dites, ça fait toujours drôle, quoi. Et, bon... Oui, parce que j'ai aussi passé des séjours au commissariat, j'ai été arrêté plusieurs fois, j'ai été interviewé par le commissaire Tocabens, le grand commissaire, qui, si vous vous souvenez des films d'Audiard que j'adore, et Paul Meurice, l'homme au monocle, c'était le même. C'était le même, et quand il m'a interrogé entre 2 séances, quelquefois un petit peu musclées, de ses sbires, il venait me lire entre 2 séances des haïkus.
Il disait des haïkus. C'était un type extrême droite. Et une fois, je me suis fait choper par l'extrême droite à la sortie de l'Opéra d'Avignon, en 1971, à la sortie de l'Opéra d'Avignon, il y avait des fachos qui étaient venus essayer d'arrêter une pièce de théâtre. De Peter Weiss d'ailleurs. Et j'avais été de ceux qui ont défendu les acteurs, évidemment. Et à la sortie, donc on a expulsé les mecs d'extrême droite, on les a virés, quoi. Et la représentation s'est tenue. À la sortie, ils m'attendaient, ils m'ont sauté dessus, ils ont commencé à me tabasser. Et là, le commissaire Toukabens, qui était là, me disait très calmement, toujours avec ce flegme britannique et méridional, calmez-vous, monsieur Gélas. On me tenait par derrière et on me tirait des coups de pied dans les couilles. Calmez-vous. Oui, bon. Donc, j'avais pas une grande affinité, moi, pour aller dans les commissariats, quoi. Et le 18 juillet 68, quand je vois ce truc, je dis, qu'est-ce que c'est ça? On tape, il rentre. Là, monsieur, voilà, monsieur Gélas, oui, bon, vous êtes en état d'arrestation. Et on m'embarque. Et je dis, quoi? Qui? Quoi? Votre pièce est interdite. Pour risque de trouble l'ordre public, atteinte à la personne du chef de l'État, général de Gaulle. Bon. Il n'y avait rien. Si, il y avait 2 phrases sur de Gaulle. Il n'était même pas doublé, je crois. Mais il y avait 2 phrases, quoi. Mais c'était pas du tout une pièce contre de Gaulle, c'était une pièce sur les SDF, qu'à l'époque on appelait les clochards, sous un pont. J'en ferai d'ailleurs une lecture à l'hôtel de Haute. Oui, non, mais je suis très ami. Non, mais je vous dis, je suis un vrai bourge. Mais à l'hôtel Europe, parce que la directrice, qui est une femme admirable, m'a demandé son idée d'occuper sa petite cour, la cour du Cygne, où il doit y avoir 60 places, quoi, avec des chaises, hein, c'est très... d'y amener des amis acteurs à moi, lire des textes, ou moi-même, et je ferai lire juste une fois, comme c'est l'anniversaire, 50 ans, la Païsse au Saint-Dieu, on la lira une fois. Pour 60 personnes, quoi, voilà. On l'a relu une fois, quand même, à la demande d'Auteuil, à la demande d'Auteuil, qui m'appelle un jour, il me dit, c'était l'époque où Le Pen était très très haut. On croyait qu'il allait peut-être être président de la République même. Et donc il y a une manif à Avignon et Daniel m'appelle, me dit qu'est-ce que tu fais, tu manifestes et tout. Je dis ouais, j'y vais. Il me dit écoute, moi on était à Paris, je descends, je prends le train, on manifeste ensemble. Ok, il est descendu. Puis après, comme c'est manif, on s'emmerde quoi. Non, enfin, bon. Et enfin, moi c'est mon point de vue. Mais non, mais c'est vrai, mais même, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'emmerde que tous les manifestants aujourd'hui se sentent obligés de nous piquer notre boulot. Pourquoi nous les artistes? Les mecs, ils sont peints, ils sont déguisés, c'est quand même le carnaval. Hein, bon. Mais je pense aussi que ça correspond à une grande frustration du peuple français, c'est-à-dire que les gens s'ennuient et que les manifs servent aussi à s'amuser. Et c'est pas une mauvaise chose. Hein, c'est pas une mauvaise chose. Après, est-ce que ça fait très sérieux? J'en sais rien, mais je m'en fous. Bon, donc, à l'époque, on manifeste en s'ennuyant, et Daniel me dit, la paillasse, si on l'a remontée et tout, non. Je dis non, jamais, c'est une blessure ouverte. Même aujourd'hui, il me dit, bon, alors faisons une lecture. Et on traque, on dit ok. Et on fait une lecture, on a fait une lecture pour les, je ne sais plus, 30 ans du chêne ou 40 ans du chêne, je ne sais rien, moi, je suis trop vieux ce chêne. 35 ans, heureusement que j'ai des jeunes avec moi. Et 35 ans du chêne, on fait cette lecture avec Daniel Auteuil, et Aurélia, tu avais lu. Voilà, elle avait lu. Et voilà, et d'autres acteurs d'Avignon, amis, qui me font cette gentillesse de lire ce texte. Voilà. Donc, cette paillasse au salut est interdite. Je suis relâché, bien sûr, je ne parle pas au bagne quand même. Mais par contre, le théâtre est muré. L'entrée est murée avec des clairons, pour pas qu'on puisse y rentrer. Et le pont d'Avignon, dans la soirée, est coupé. À l'époque, il n'y a pas le pont de l'Europe, il n'existe pas. Il n'y a que le vieux pont. Et il est coupé par les CRS, qui vous demandent vos papiers pour passer d'une rive à l'autre, parce qu'ils avaient peur que les manifestants essayent de libérer le théâtre du Chêne Noir à Villeneuve-les-Avignon. Bon, les anards, je crois, on était 6. Non, Thio, plus? Pas beaucoup plus. Franchement, 6, je suis peut-être un peu... Non, pas 10. Plutôt 5. Bon, donc on est peu nombreux, etc. Je me dis, mais de quoi ont-ils peur? Allez, de quoi? Attends. Lui, là. Ah non, il est plus. C'est pas grave. Jean-Jacques Lebel. Le grand Jean-Jacques Lebel, qui aujourd'hui encore, vous pouvez le voir à la télé, il fait une expo, je ne sais pas où, à Paris, on ne voit plus que lui en ce moment.
le grand Jean-Jacques Lebel, est descendu de Paris avec ce que les Avignonnais appellent les contestataires, c'est-à-dire nous. Donc, il est descendu de Paris avec toute une escouade de mecs qui ont pensé que la Révolution française, la Révolution allait repartir d'Avignon, en contestant Villars. C'est insensé. C'est insensé. Ça, je le vois tout de suite. Là, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc, mais surtout, lui, je ne le connais pas. Il est descendu avec des affiches qui demandent à ce que Gélas soit libéré, je ne sais plus quoi, et que, en tout cas, que la pièce ne soit pas interdite. Elle n'est pas encore interdite, comment il le sait? Et à l'époque, il n'y a pas le numérique. C'est-à-dire qu'une impression d'affiche, c'est beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Au plomb, le graphiste, le plomb, le machin, le truc, tu fais pas ça en 3 heures, quoi. Bon, ça fleure bien quand même un petit peu la manipulation. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a des mecs à Avignon qui hurlent et qui crient « Libérez Gélas ». Bon, ok, moi je ne les connais pas. Par contre, dès que je sors, qu'est-ce que je fais? Je fonce voir le living, mes copains. Oui, dont on était d'ailleurs les gardes du corps, les anards, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on passait nos nuits, ouais, mais c'était ambigu. On passait nos nuits à les protéger au petit lycée parce que les fachos les avaient déjà dans le collimateur. Ils avaient les cheveux jusqu'ici, je vous ai dit, les femmes étaient magnifiques, ils fumaient des pétards plus grands que ce qui reste du pavillon. Vous imaginez dans cette petite sous-préfecture, préfecture, qui est à Avignon. Non, je parle d'aujourd'hui. Donc, cette préfecture, ça choque, il choque. Je me souviens d'un gars qui j'étais très ami, Jim, qui faisait du yoga, il méditait à Monoprix en position de lotus. Bon, avec un peu de LSD, certes, mais ça surprenait. Bon, bref, l'extrême droite s'en bat, et il dit que c'est la chienlit, quoi. C'est l'horreur. Il faut les foutre en l'air, il faut les bousiller, il faut les tuer, les assassiner. Donc nous, les anards, on décide, comme je vous l'ai dit, on se connaissait, on décide de les protéger. Voilà. Là, les Espagnols sont venus. Mais nous, les jeunes Français, Européens, Avignonnais, turbulents, il faut dire la vérité, il n'y a pas que la révolution dans le truc, ni la protection de nos amis anarchistes new-yorkais. Il y avait le fait, on rêvait que ces femmes, un jour, nous ouvrent les bras. Puisqu'ils prônaient la révolution sexuelle, ils disaient qu'ils baisaient tous ensemble, c'était pas vrai. Et nous, on était à l'affût, on espérait que... Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? La révolution sert des fois à libérer les peuples, mais aussi à libérer les pulsions. Donc, à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu mon copain Fabien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on garde avec nos barres de fer, nos casques et tout, toute la nuit, en espérant, oui, voilà, ou même qu'on nous file un pétard, on ne sait pas ce que c'est, nous, on en rêve de fumer un pétard, oui, c'est comme Parmentier à la pomme de terre, quoi, hein, personne ne veut des patates, vous les foutez dans un enclos, avec des gardes autour, et les gens franchissent le mur pour voler les patates, oh, putain c'est bon, et tout le monde sait, maintenant on ne mange plus que ça. Voilà, donc c'est ça, c'est l'interdit, c'est tout le rapport de l'être humain, l'interdit, hein, voilà. L'interdit souvent favorise bon, voilà. Donc on passe nos nuits là, rien ne se passe pour nous, à part des insomnies, la fatigue, etc. Voilà. Mais ça crée des liens, en tout cas pas les liens qu'on espérait, mais ça crée des liens politiques. Donc je vais les voir, et ils me disent, Gérard, si tu interdis, nous, Villars, nous ne jouons pas. Bon, maintenant, là les tractations commencent, et je vous en passe des trucs des meilleurs. Et puis après, il joue, il décide de m'offrir Antigone de Brecht, qu'il joue au Club des Carmes, et que nous soyons au fond de scène, tout le chêne noir habillé en noir, et bâillonné de bleu, blanc, rouge, voilà, vous voyez le symbole, eux jouant devant nous, et à la fin du spectacle, sans castron dans nos corps. On est tous assis comme ça par terre, et il recule devant Créon, devant l'autorité désastreuse, quoi. Bon. Et il s'encastre dans nos corps. Il paraît que c'était symboliquement très très fort. Maurice Béjart, tout ça, je dis souvent qu'avec Daniel Auteuil et les Ouvreuses, je fais partie de ceux qui ont eu l'honneur et la chance de jouer l'accord d'honneur, puisque Maurice Béjart me propose... Bâillonné. Hein? Tu as joué Bâillonné. Oui, c'est vrai, Bâillonné. Et oui. Et on va dans l'accord d'honneur, et Béjart m'avait dit, ce qu'on fait, je vais t'offrir... D'abord, il a fait plus que m'offrir ça, il m'a offert... La première subvention du Chêne Noir, c'est le cachet de Maurice Béjart au Festival d'Avignon, donc il m'a fait un chèque et qu'il m'a offert. C'est lui qui, le premier, m'a aidé, vraiment.
Et il nous permet donc de rentrer dans la cour. Alors là, j'ai un peu gonflé les effectifs. Le chêne, on devait être 10-12, on a dû arriver à 30. J'avais ramassé tout ce que je pouvais, de manière à ce que ça fasse un peu de nombre. Et sur un signal de Béjar, on se laisse le choix. D'abord, je fais le discours aux 3000 spectateurs, parce qu'à l'époque, la course était 3000. Depuis, ça a été très très réduit en jauge. Et je m'adresse à eux, j'explique pourquoi, l'interdiction, etc. Et sur un signe de Béjar, je me laisse le choix avec toute ma troupe, bon, au sol, mort, ouais, le symbole tué par la censure, et il lance un main sur le temps présent, sur nos corps, avec George Donne, son grand danseur, et ces corps qui retombaient sur le sol du plateau de la cour d'honneur, croyez-moi, je les ai encore en moi, quoi. Nous, on était au sol, là, recroquevillés, avec ces 3000 mecs devant, qui n'avaient rien à foutre de nous, mais qui voyaient ce spectacle sûrement très étrange de cette messe, avec ces jeunes gens interdits par l'État, quoi. Je pense que c'était fort, il a été fort. Formalem aussi, parce que ça permettait de continuer à jouer aussi, parce que vous savez que dans la vie, les choses ne sont jamais simples, et qu'il y a toujours un envers et un endroit, n'est-ce pas? Donc, voilà, le living, non, chez eux, il n'y avait aucune arrière-pensée, par contre. Le living, c'est trop pétard. J'exagère un peu, mais à peine. Non, eux, c'était très comme ça, quoi. On soutient Gérard, voilà, et puis on emmerde l'État, on emmerde Villard, on emmerde... Bon, ce qui leur a été reproché par le maire d'Avignon, Henri Dufaux, peut-être pas faux, il disait à ce point de révolte, pourquoi vous voulez votre cachet alors du festival, renoncez aussi à ça. Mais c'est pas simple, et les hommes, on n'est pas simple. C'est vrai qu'on peut avoir des attitudes, des fois, très sincères, et que dans la pratique, il y a quelques décalages. Qui plus est, ce que je comprends aussi, ils étaient hors de chez eux, ils n'étaient pas aux États-Unis, il fallait vivre, quoi. Il fallait que les camions tournent, il fallait que... Enfin, etc. Ils étaient une quarantaine. Voilà, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été de ceux qui leur ont reproché ça. Voilà. Avignon est à feu et à sang. L'extrême droite, aidée par les rugbyman de l'époque, parce que j'ai rien contre le rugby, surtout pas en ce moment, parce qu'on ne tire pas sur les ambulances. Oui, ils font la chasse aux gauchistes, c'est clair. J'en témoigne. Voilà. Et ils ne font qu'inaugurer, et je m'arrêterai là parce que ça serait vraiment trop long, mais ils ne font qu'inaugurer une période très sombre qui correspond aux années 70, 71, 72, où je suis condamné à mort par le SAC, où on me tire avec mon directeur technique Jean-Louis Cano à hauteur d'homme à Val, devant mon premier théâtre rue Saint-Joseph, devant le lycée Banel. Il n'existe plus aujourd'hui, c'est une résidence. Et où je dois à ma grand-mère dans le ciel et à la Vierge, parce que j'aime le culte de la Vierge. Oui, donc un art et prier la Vierge. Et vous savez, dans la prière, digression encore, je ne suis pas catholique, je ne suis pas dans une religion. Il faut se servir de points précis pour lancer votre pensée. Et votre pensée, elle a énormément de force. Énormément de force. On nous fait croire que la pensée, c'est fait qu'uniquement savoir comment on va finir le mois, comment ci, comment ça, les petits trucs, le machin. Ah, t'as vu comment elle m'a parlé, t'as vu son regard, ça me plaît pas. C'est toute cette connerie humaine qui fourmille et qui nous prend trop de temps et trop d'énergie. Mais la pensée profonde, si vous arrivez tout simplement à vous concentrer, donc c'est pas obligé de se concentrer sur la Vierge, n'est-ce pas? Sur ce que vous voudrez, vous vous concentrer sur une fleur, sur un être, sur un souvenir, sur ce que vous voulez, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a une capacité d'intervenir dans le réel qui est absolument phénoménale. Je suis sûr de ça. On n'est pas là pour parler de ça. Sinon, vous allez dire, il a commencé un art, il finit mystique. Bon. Mais j'ai pris garde de dire que je n'étais dans aucune religion, parce que je ne suis quand même pas de ceux qui voyaient la mort arriver, parce que moi, sont croyants de manière à pouvoir avoir les portes du paradis ouvertes devant le n'est-ce pas, non? Voilà. Donc, mais vous savez, le rêve de 68, j'en finirai là-dessus. La Vierge, oui. Ah oui, la Vierge. Ah, vous savez, vous me lancez sur la Vierge. Alors attendez, on va y revenir, merci madame. Ça a été ma première subvention, la Vierge. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je n'avais pas pensé. Quand on est à Villeneuve-les-Avignon, avant l'interdiction, je vais voir le maire d'Avignon, de Villeneuve-les-Avignon, le docteur Gache. Il y a des gens sérieux là. Docteur Gache. Et pour lui demander, pas une subvention, c'est pas ce que c'est, mais de nous aider. Ouais, ça aurait pu être 2 pots de peinture, je ne sais rien, moi. Bon. Il écoute et tout ça, il répond pas, quoi. Je vois bien que le discours passe pas, quoi.
Puis il se lève à la fin, il me dit, bon, attendez. Moi, je me lève aussi, me disant, c'est cuit, quoi. Il a une armoire, là, en merisier, je pense, qu'il ouvre, là, un vieux truc. Il sort un rouleau, hein, avec un ruban, il dit le truc. Et c'est une reproduction de la Vierge. Il me dit, tenez, ça vous portera chance, mettez-la dans le rôle de votre père. C'est la vérité, c'est un scoop. Non, c'est madame qui m'a lancé là-dessus, ça m'a fait exprès. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, tiens, je viens de réfléchir, que j'aime tant la Vierge. Voilà, on va savoir, mais on s'en fout. Donc la Vierge, si vous voulez, pour y revenir vraiment, donc c'est tout ce qui nous permet de toute façon de nous dépasser, de sortir pour moi de nos égos et de nos petits univers, c'est bon. La meilleure des choses, c'est quand même la poésie. La deuxième chose, c'est le théâtre. Avant le théâtre et la poésie, c'est l'amour, bien sûr. Après le théâtre et la poésie. La politique, putain. Si je parle là-dessus, c'est le regret de ma vie. C'est le regret de ma vie. Voilà. Je ne suis pas un ex-68 ans, je suis Gérard, j'ai évolué. Je le fais sous forme de boutade, mais c'est pour vous dire que je ne suis pas monocolore, monolithique, et que comme n'importe quel être humain, qu'on soit d'accord ou pas, mais à la limite, je m'en fous, hein, chacun sa vie, moi je sais où est la mienne. Donc, bon, je sais les choses qui me concernent, etc. Mais il y a une chose, je dirais, enfin, je parlais de monolithisme, mais il y a une chose qui, pour moi, est plus importante que tout, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est la capacité, c'est la possibilité d'être ouvert. À soi d'abord, aux autres, etc. Et les politiques, pour moi, c'est exactement le contraire. Puisque c'est un circuit fermé, c'est un jeu fermé, c'est un jeu d'ego, c'est un jeu où ils passent les 3/4 de leur temps à se flinguer mutuellement, dans les mêmes parties, mais vous le savez tout ça, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et voilà, mais si j'en reviens à 68, c'est pas pour justifier mes digressions, mais c'est en fait ça qu'on dénonçait aussi intuitivement. C'était ça. Alors on n'avait pas la réponse, nos schémas étaient probablement illusoires et utopiques dans le mauvais sens. Mais tout ça, nous les jeunes gens de l'époque, et vous le savez, puisque vous n'avez probablement pas oublié ces années-là, ce qu'on cherchait, c'était bien autre chose que la fin de Gaulle. C'était un autre monde, on cherchait d'autres rivages. Mais on n'a pas trouvé les bons passeurs. Et pour moi, les bons passeurs, je pense à Ernst Fischer, le grand auteur allemand notamment, les vrais grands passeurs, on ne les a pas trouvés, quoi. On ne les a pas trouvés. Les partis étaient là avec leur jeu. Au fond, peut-être nous-mêmes étions là avec notre jeu, parce qu'on ne fonde pas, on ne prépare pas, on ne travaille pas le présent qui conditionne l'avenir par des fantasmes. Ça, c'est très dangereux. Or, nous, on vivait sur quoi? Moi, je ne serai jamais Tché en Bolivie, je ne serai jamais un communard, je ne serai pas Louise Michel, etc. Toute personne qui compte toujours pour moi, hein, franchement. Mais par contre, ce que j'ai compris depuis l'époque, c'est que eux, c'est eux, moi, c'est moi. Les conditions ne sont pas les mêmes et que leurs rêves ne sont pas transposables. Et que ce qui importe, c'est de trouver les rêves qui sont les nôtres. Voilà. Donc, je finis juste cette petite improvisation en vous disant l'inquiétude qui est la mienne. Et après, on va sourire, hein, parce que de toute façon, il faut rigoler. Hein. Mais quels sont les rêves de notre pays aujourd'hui? Quels sont les rêves de notre pays aujourd'hui? Alors, il y a des centaines de milliers de gens aujourd'hui qui ont un rêve, c'est sûr, mais c'est un rêve de résistance par rapport à des situations circonstancielles. On défend un statut. Et je ne dis pas que je suis contre, hein, mais on défend un statut. J'aurai mon statut, mais le monde sera toujours aussi injuste. Vous allez à la gare de Lyon, vous avez vu le long de l'Opéra Bastille, les dizaines et les dizaines de tantis groupes pourris dans lesquels des couples avec des enfants dorment la nuit. Hein, voilà, alors que les poubelles sont pleines, partout. Vous avez vu, nous, qui sommes le 4e marchand d'armes au monde, la France, la façon dont nos armes, vendues à l'Arabie Saoudite, massacrent les Yéménites, par exemple, etc., etc. Je ne veux pas vous casser le moral et vous gâcher le repas du soir. Mais quels sont les rêves de la France d'aujourd'hui, de notre pays, et même du monde? Le seul rêve, le seul étalonnage, c'est l'argent. Beaucoup plus encore qu'il y a 50 ans. Beaucoup plus, beaucoup plus. Il en faut du fric. Moi je vis bien aujourd'hui. Je ne suis pas contre, j'ai connu les deux. Je ne suis pas riche, hein. Je gagne ma vie correctement. Mais j'ai connu la misère. Bon,
Je ne suis pas contre, il faut gagner sa vie normalement, c'est tout à fait légitime. Mais ça, c'est comme se laver le matin. C'est pas parce que j'ai fait ma toilette que je suis humain. Mon humanité, je la gagne par mon hygiène physique, mais par mon hygiène mentale aussi. Et mon hygiène mentale, aujourd'hui, ça sent un peu le renfermer, quoi. Communautarisme, double discours, machin, le vieux monde contre le nouveau monde, les jeux, tout ce que nous voyons, tout ce que vous voyez, tout ce que... voilà. Je parle comme ça, et puis autant demain, il y a une explosion, une image. Quand on va sortir de cette salle, on va voir les informations, ou écouter, et on va savoir que la Révolution française a recommencé. Allez savoir. Merci. Il avait dit qu'il ferait 1 heure, il a fait 1 heure. Ah, bravo Gérard, ça c'est... Alors, j'imagine que vous avez des questions, et on aimerait bien que vous ayez... Ah oui, je vois déjà pas mal de mains qui se lèvent. On aimerait bien que vous ayez des questions, donc on va y aller. On n'a pas de micro canadeur, le micro HF marche pas, je crois. Alors vous allez parler fort, s'il vous plaît. Ok? Donc, la première, qui commence? Oui, bonsoir. Moi j'aimerais amener 2 cartes postales pour que Gérard Gélas ne connaît pas. Une carte postale qui le concerne directement, et une carte postale dont il n'a pas parlé, notamment dans les événements de mai 68, du Festival 68 à Avignon. Alors la première, pour vous situer, parce que sinon on ne comprend pas bien, moi je suis un de ces joueurs de rugby dont il parle. J'ai joué au rugby, attendez, plus exactement, un petit peu avant, avec les joueurs de rugby dont il parle. Donc je les connaissais. Et je suis à Avignon, je suis né ici. Et donc, quand les événements se déroulent tels qu'il vous les a évoqués, il y a sur le Lion, qui n'est plus là, grande assemblée générale et tout, comment on résiste au fait que tu sois interdit. Alors, proposition, on bloque le spectacle de Béjart, la messe pour un temps présent. Et pour le bloquer, rassemblement devant les escaliers de la montée au Palais des Papes, et on se couche sur les marches du Palais des Papes pour obliger le public à nous marcher dessus pour pouvoir rentrer. En disant, évidemment, avec des tons monocordes, ne collaborez pas, ne rentrez pas dans le spectacle et tout, ici et là. Bon. Et, effectivement, l'équipe de rugby arrive pour nous dégager. Et quand il commence à dégager, il me voit moi. Alors, stop immédiatement, pas de coup. Et qu'est-ce que tu fais là et tout? Ben, alors, ça commence à discuter. Et, finalement, on s'en va, on se lève, les gens rentrent au spectacle et arrive ce qu'il a décrit, à savoir qu'ils sont exposés dans le spectacle de Béjart, bâillonnés sur le devant de la scène. Mais ça, nous, qui étions à l'extérieur, on ne le savait pas. Alors on se dit, mais comment est-ce qu'on peut les mettre... Alors, dans le même épisode, à un moment donné, on va sortir Béjart. Comme un empereur romain, il monte sur une balustrade et il nous interpelle, il nous regarde, il nous fait « Bande de petits cons !» On est parti mouillant de là, quoi. Et on s'est dit, mais comment on va aller lui perturber le spectacle? Et comme je suis d'Avignon, que je connais les réseaux, évidemment, les ruelles, je savais qu'il y avait des travaux en train de se réaliser dans le verger, derrière le Palais des Papes. Donc avec le club, le même club, parce que moi j'ai fréquenté le club du Lévin Théâtre au petit lycée, hein, donc c'est avec ce club-là. Mais on ne se connaissait pas à ce moment-là. On décide d'aller escalader les échafaudages qui étaient derrière le Palais des Papes pour accéder à la cour d'honneur et aller mettre la zone dans le spectacle de Béjart. Et donc on commence l'escalade et moi j'arrive à pénétrer avec d'autres et au moment où on pénètre, dans les salles il y avait les gardiens
les fameux joueurs de rugby, qui se promenaient avec des lampes parce qu'ils savaient que peut-être éventuellement les échafaudages seraient utilisés. Alors il m'éclaire, il me dit « Ah, c'est toi! Oh, gaffe, gaffe, il y a des gauchistes, ils sont en train de monter les escaliers. » Bon, oui, bon, ça se calme. Et là, on rentre dans la cour d'honneur, et qu'est-ce qu'on voit? Gérard Gélas, bâillonné, assis devant la scène, dont la protestation avait eu lieu, quoi. Mais nous, on ne le savait pas, quoi. Ça, c'est pour compléter, cette carte postale-là est pour compléter les premiers événements. Les deuxièmes événements dont il n'a pas parlé, c'est que vous savez qu'à la suite du Living Theatre, il y a quand même eu une grosse bastonnade à la cité Louis-Gros. Et alors, comment ça s'est passé cette affaire-là? Alors ça, je le sais parce que je conduisais la voiture, donc je le sais. Lié avec le Living Theatre, vous savez comment ça se passait au Living Theatre, hein, il y avait le spectacle, et à la fin du spectacle, Julian Beck et Mélina sortaient sur les épaules dans Paradise Now, sortaient avec le public, sortaient toute la salle, portés par le public en faisant un bruit d'essai d'abeilles. Et il y avait donc 300 personnes à la fin de Paradise Now, après avoir fumé des joints, avoir été à poil sur la scène, tout ce qu'on veut, etc., qui sortaient dans la rue. Alors ça a commencé à nifler pas mal la population, c'est passé à général à 1h du matin, etc., etc. Et il y a l'interdiction de Gélas, et Julien Beck dit « J'ai plus envie de jouer dans ce théâtre, je vais aller jouer dehors dans la rue. » Alors, je cherche, je tourne, vire, et finalement, je les prends, lui, Julien Beck et Mélina, dans une de chevaux, alors pourri de chez pourri, avec un seul siège, je me rappelle très bien, le grand escogriffe assis par terre, Mélina assis par terre, je les mène à la cité Louis-Gros, et je leur fais voir la place ronde de la cité Louis-Gros. Il me dit, c'est là que je veux jouer, c'est là que je veux jouer. Et bon, c'est parti. Bon, c'est parti après dans la place, dans cette place de l'horloge où tout se passait, quoi. Il a fait sa communication et il a annoncé son spectacle à la cité Louis-Gros. Sauf qu'à la cité Louis-Gros, il y avait les casquets. Et bon, pour ceux qui étaient là à l'époque, ils savent comment ça s'est terminé. Il y a eu quelques effusions de grenades, etc., etc. Voilà 2 cartes postales auxquelles je peux apporter pour compléter le tableau qu'a fait Gérard Gélas. Merci. Merci Gérard. Je vais mettre là. Non, Robert Etouretti. Merci Gérard pour. Tu es un vrai artiste. Moi j'ai une demande à faire aux responsables de l'association. Là, on a eu l'évocation avec des choses que je ne connaissais pas, l'histoire de la Vierge, de Turgache, c'est merveilleux. La repasse, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une suite à cette rencontre? Nous sommes quelques étudiants de l'UNEF, 1968. On a vécu les événements, je veux dire, de l'intérieur, du côté étudiant. Ce mouvement n'a pas jailli comme ça, spontanément. Il y avait des raisons. Il y avait la crainte du chômage, il y avait le plan Fauché, il y avait le rapport YGREF. On n'est pas venu comme ça dans le mouvement pour rien. Il y avait des raisons objectives. Après, il y avait l'air du temps, il y a tout ce qui s'est passé autour avec les artistes, avec le living. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer avoir une rencontre, quelque chose autour de ça? Et notamment pour discuter avec les jeunes. Parce que, une chose importante, en 1968, il y avait 500 000 chômeurs en France, c'était 1% de la population. Et on nous présentait comme une hantise le plan Fouché qui nous préparait 600 000 chômeurs. Aujourd'hui, c'est 10% minimum de la population qui est au chômage et le mouvement ne prend pas. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'aura pas pris. Donc c'est ce genre, moi j'aimerais qu'on parle de ça, que j'aimerais aussi qu'on évoque tous ces gens qui se sont battus à la faculté de lettres, à la faculté de sciences, à l'école normale, tous les gens qui ont animé le mouvement, les Saltarelli, au comité de grève, à Nicolosia, à Alex Baudouin, et puis bien d'autres qui sont dans la salle. Et ces gens-là, peut-être, pourraient, tous ensemble, avec les souvenirs que nous avons, faire revivre quelque chose. Voilà, c'est une demande que je fais comme ça. Et merci à Gérard d'avoir apporté cet éclairage sur ce que tu as vécu, toi, en tant qu'artiste et comédien. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Parce que les étudiants, je pense,
pour la plupart d'entre eux, n'ont pas toujours été avec le monde du théâtre. Il y en avait quelques-uns. Mais on est resté un peu à la marge. Pour nous, le monde du théâtre et le monde qui le tient, eh bien, on n'y a pas adhéré tout de suite. On y est venu avec l'interdiction et avec le livre. Voilà, c'est une demande que je fais. Merci, oui, c'est enregistré, on verra dans quelle mesure on peut organiser ça. Mais c'est effectivement, la démarche est différente de ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. C'est les événements. Oui, c'est exact. Maintenant, vous avez envie de discuter avec les jeunes, nous aussi, on aimerait bien. Ce soir, les jeunes du lycée étaient invités, en particulier les prépas, les classes terminales. Regardez dans la salle, il y en a 2 ou 3. Donc c'est à réfléchir. Allez, une autre question. Bonsoir. Donc moi, je suis en train de faire de très très modestes recherches sur 68. Donc, j'étais lycéenne à Aubanet en 68. Donc j'ai de vagues souvenirs. Et dans mes recherches, je précise quand même que Gérard, je vous ai rencontré quand vous étiez membre du Parti communiste, parce que je suis moi-même membre du Parti communiste, et vous ne devez pas vous souvenir de moi. Je pense qu'on a fait une école élémentaire ensemble. Une école fédérale. Ou une école fédérale. Enfin, voilà. Oui, parce que j'ai fait l'école fédérale du Parti communiste. Je vous dis pas tout. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc dans les modestes recherches que je suis en train de faire, par rapport à ce que dit aussi Robert, il y avait quand même des choses qui se passaient aussi à propos de la guerre au Vietnam. Et donc, c'est juste un témoignage, je voudrais savoir, puisque vous étiez pion au lycée, s'il y avait des comités pour le Vietnam dans le lycée Mistral. Est-ce que vous avez le souvenir de choses qui se passaient à propos de la solidarité par rapport au Vietnam? Mais bon, parce qu'il y avait des comités. Il y a eu quelque chose à Avignon qui était très important. C'est André Benedetto Oui. qui a écrit une pièce admirable, La Balle. Oui. Non, mais moi, ce que je voulais vous demander, c'est vraiment de la petite histoire. Hein, c'est-à-dire que vous étiez pion, il y avait des élèves dans ce lycée. Et est-ce que vous, en étant pion, vous vous souvenez, parce que par exemple, il y avait un cercle de la jeunesse communiste qui s'appelait Yuri Gagarin, est-ce que vous vous en souvenez? Non. Non, mais parce que, bon, il faut se parler vraiment, on se parle vraiment. Si vous voulez, moi, on a chacun notre personnalité, mais moi, si vous voulez, c'est peut-être mon côté vraiment libertaire, en fait. C'est que je m'en foutais de tout ça, quoi. Oui. Les comités, les machins, tout ça, moi, j'en avais rien à foutre. Vous voyez? Donc je suis Non, mais vous auriez pu rencontrer des élèves, vous étiez pion. Madame, C'est juste la question que je suis passé à côté de pas mal de choses aussi. Mais chacun son caractère, vous voyez. Mais, Ah non, mais c'est pas une critique que je vous fais, c'est juste, je voudrais juste savoir si... Madame, je ne suis pas senti le Vietnam, c'était terminé depuis fort longtemps. Ah ben non, monsieur, pas du tout. Non, lisez la presse. Alors, c'est l'anecdote au sujet du Vietnam. L'UNEF s'implante dans cette petite faculté. Elle est tenue apparemment, jusqu'à ce que quelques heures arrivions, par des gens de l'UEC. Puis il y a un nouveau bureau se monte avec Jean-Pierre Chaptarel. Alors c'est les trotskistes, dont l'UNEF bascule, le bureau de l'UNEF local, de l'UEC ou de la mouvance de l'UEC à la mouvance trotskiste. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je rejoins le Vietnam. Il y avait quelques sous de côté. Une copine, Sylvie, était trésorière. On avait quelques sous de côté, l'équivalent de 500 €, ce qui permettait de faire marcher les Ronio. Tu te souviens, Gérard, hein, les Ronio tournaient à l'époque, il n'y avait pas les photocopieurs. Eh bien, donc, le bureau de l'UNEF change, on va dire, de bord. Et quelques jours après, le bureau de l'UNEF, qui est au 2e étage de l'université, est fracturé. Le carnet de chèques disparaît. Qui a pu voler les chèques et solder tout ce que nous avions au profit d'un bateau pour le Vietnam? C'était pas sympa. Alors, Robert, je tiens à te préciser que moi, à l'époque, je n'étais pas au Parti communiste. Donc, c'est clair.
C'est pas moi. Ceci dit, donc... non, mais... C'est un échange ou pas? Il y a plein de questions. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Là, je sens un anticommunisme qui pointe, donc je laisse le micro volontiers. Bon, il n'est pas question d'anticommunisme, surtout pas, mais il y a tellement de gens qui ont des questions à poser. On n'a pas toute la nuit, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec l'anticommunisme. Je ne sais pas si je... Si je peux aller avec le micro. Oui, venez au micro, s'il vous plaît. Merci. Le voilà la JS. Il est là la JS, regardez, il est là. Oui, je souscris entièrement à la proposition qui a été faite par Robert. Il faut qu'on continue à discuter. Non, mais ça fait 50 ans que vous discutez, qu'à la fin, déjà, vous cassez les couilles. Tu as eu la parole. D'accord. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Mais vous avez décidé à l'époque de me faire péter la gueule et vous avez exclu Nicolovia, qui était ma compagne, parce qu'elle couchait avec moi, alors c'est bon. Écoute, j'ai une photo là, dans mon cartable, où il y a Nicolovia avec Jean-Pierre Saltarelli, dont tu viens de parler, Robert, qui était à la tribune d'un meeting organisé par l'UNEF. J'ai la photo, il y a 300 étudiants, l'amphi est plein, et ces 300 étudiants, ils lèvent le camp après, ils vont manifester dans la rue. On a parlé tout à l'heure de 400 manifestants, c'est tout à fait juste. Ils ont manifesté pourquoi? On fait un témoignage. On n'est pas là pour faire un débat. Voilà, exactement. On n'est pas là pour faire un débat. Donc, si vous avez des questions, vous posez des questions. Voilà, posez des questions. Ah, mais il faut simplement poser des questions. Mais oui, on pose des questions. On fera un débat après. Mais je viens de faire la proposition. Non, mais la proposition, elle a été faite. Elle a été faite, la proposition. Donc vous la ferez plus tard. Vous faites en off des questions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On pose des questions. On va savoir tous les sacs. Bon, oui, je suis content. On voulait retrouver 68, on a retrouvé 68. Attendez, parce qu'il y a un bordel noir, on dit qu'on ne s'entend plus. Oui, monsieur, je ne peux pas aller jusqu'à vous avec le micro, je ne sais pas si on va vous entendre. Je parle fort, monsieur Pédas, merci pour votre témoignage. On va en parler après. 68 de 17 ans, vous étiez anarchiste. Quelle idée, quel idéal ou quel rêve avez-vous de la société? Comment est-ce que vous voyez ça? À l'époque. Oui, bien sûr, à l'époque, oui. Ben, c'est très rapide, je n'ai dit quelques mots. Je pensais à l'abolition véritablement des privilèges, à l'abolition des classes sociales, mais pas par... voilà, enfin, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Voilà. Notre rêve, c'était celui-là. Notre rêve, c'était aussi, il faut voir les années de plomb du gaullisme, c'est-à-dire c'était un besoin de liberté sexuelle, mais pas que sexuelle. C'était tout simplement vouloir vivre autrement, quoi. Le rock, même si c'était manipulé, à l'époque, l'indique aussi, quoi. D'ailleurs, je n'en ai pas dit un mot, mais moi, je suis d'abord guitariste de rock avant de faire du théâtre, hein, et je suis avec les Dragons, mon groupe, enfin, qui était le groupe de Sorguet, mais les Vampires, qui était véritablement mon groupe. On est parmi les premiers groupes de rock d'Avignon, et comme par hasard, on se retrouve dans le mouvement de 68, vous voyez, parce que tout ça était lié. Donc notre rêve, c'était une nouvelle musique, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être ensemble, et surtout, la fin de l'abolition, de l'exploitation de l'homme par l'homme, au profit de, voilà. Notre rêve, il était là, mais là, ça n'est que moi qui parle, totalement inatteignable, mais en même temps, pourquoi dans son cœur, même aujourd'hui à mon âge, je ne veux pas penser une seconde que le monde jamais sera tel qu'il est aujourd'hui. D'abord parce que l'histoire nous l'enseigne. Les plus grandes civilisations, les plus grands systèmes ont disparu. Rome a disparu. Pourtant, Rome était très organisée et régnait sur le monde connu de l'époque, ou presque, ou quasi, etc. Ce système capitaliste qui est le nôtre aujourd'hui ne durera pas. Peut-être c'est la planète d'ailleurs qui foutra le camp avec lui, hein, parce qu'au rythme où ça va, c'est pas évident. Mais par contre, dans une hypothèse optimiste, ce système disparaîtra. Et je pense que dans son cœur, il ne faut pas accepter, au moins dans le cœur, il ne faut pas accepter que les vies, qu'y a-t-il de plus précieux qu'une vie, quoi? Vous voyez, et ça, on a l'impression qu'on s'en fout. Je ne veux pas être démagogue, parce que franchement, je ne le suis pas.
je vais vous dire un truc. Aux dernières élections, j'ai voté Macron. On peut dire ce que vous voudra, pourquoi je m'en fous. Moi, j'ai voté Macron, c'était pour moi le moins pire. Mais quand je vois aujourd'hui un domaine que je connais bien, hélas, c'est l'hôpital, que j'ai connu à titre personnel, puisque j'ai failli y rester, et à travers des très proches qui ont failli ou qui y sont restés. L'hôpital, quand je vois la façon dont ces êtres humains sont traités, je ne parle pas que des urgences, je parle à l'ensemble du système. Bon, je me dis, si ce Macron, il connaissait un tout petit peu les êtres, les humains, vous voyez, on est toujours dans le rêve, eh bien, ça serait une de ses priorités. La priorité, ça ne serait pas d'arrêter l'impôt sur la fortune. La priorité, ça serait donner des moyens, par exemple, à l'hôpital. Mais il n'y a pas que l'hôpital, vous voyez. Et penser comme ça, c'est garder en soi la part de rêve. Parce que pour l'instant, ça, ils ne le feront pas. Ils vont lâcher sur les manifs quelques postes, etc., etc., etc. Mais la réforme de fond qu'il faudrait faire pour que les gens soient traités humainement et pas dans des couloirs où, enfin, vous connaissez tous, voilà, je n'ai pas besoin de vous décrire ça. Eh bien, je pense qu'il faut, même si on sait que ça va être très très difficile, je ne vois pas pourquoi on renoncerait à penser que ça pourrait être mieux et autrement. Mais ça pour l'ensemble des choses. Que l'argent, qui était une valeur d'échange, la monnaie c'est pour échanger, soit devenu simplement le seul vecteur qui anime la vie de milliards d'individus dans le monde, moi je ne renonce pas dans mon esprit en tout cas à penser que ça peut changer. Sinon j'écrirai plus, je ne ferai plus de théâtre, je ne parlerai plus aux gens, je ne serais même pas venu ce soir. Je pense que tout peut toujours changer. Ce à quoi je ne crois plus, c'est au système. Et surtout à ceux qui s'arrogent le droit au nom d'un système de pensée, marxiste ou autre, hein, ou Anap si vous voulez, hein, ou Bakounine, ou Fourier, qui vous voudrez, au nom de ce système de pensée qu'ils ont appris, de vouloir le faire apprendre, et souvent très vite par la contrainte aux autres. C'est ça que je ne supporte plus. Par contre, je ne renonce pas à l'idée et à la pensée qu'il faille changer beaucoup de choses, et que quelquefois, eh bien, pour que les choses changent, il faut que les individus se manifestent. C'est pour ça que même aujourd'hui, je suis loin, même si ma voix n'a aucune importance, hein, je suis loin d'être contre toutes les manifs, croyez-moi. C'est ça, la vérité. Après, qu'est-ce qui reste de cette époque-là aussi? Parce qu'en filigrane d'autres questions, il y a peut-être ça derrière. Eh bien, il y a ça, c'est-à-dire de penser que l'esprit doit rester bondissant, quoi. Je pense, hier, je tardais complet, mais bon, pas grave, mais moi ça va quand même. Hein. Mais je pense aux Amérindiens, je pense à d'autres valeurs que nos systèmes. Et c'est prouvé, il y a plein d'autres gens, quoi. Je pense pas au moine bouddhiste de merde qui va chasser du Rohingya en Birmanie, au nom du bouddhisme. Attends, mais là, je comprends plus rien, là, franchement. Bon, vous voyez, non, c'est pas à eux que je pense à tous ces êtres, partout, à vous, à moi, à madame, etc., qui, dans notre solitude, parce qu'on est né seul, et il y a une part de solitude en nous qui est inaliénable, et cette part de solitude, elle doit toujours référer à la poésie, au soleil. C'est Camus qui me l'a appris, mais toujours au vent, au mistral. Regardez une fleur qui pousse, pas qui pousse, une fleur tout court. Alors regardez qui pousse, c'est un peu long. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est pas anodin. Un chant d'enfant, un sourire d'enfant, c'est pas anodin, c'est tout. On a cru qu'il fallait changer les autres. Non, donne des sourires à ton enfant, donne-lui de la chaleur. Regarde autour de toi. Si tu vois un mec qui crève de faim, écoute, on peut tous faire quelque chose. Après, il y a la question des systèmes à venir qui se posent, et dont je n'ai pas la clé, et personne pour l'instant n'a la clé. Personne. On a, voilà, un président de centre droit, bon, mais qui applique ses recettes, hein, avec beaucoup d'intelligence. Il est très fort, le gars. Très intelligent, très travailleur. Mais ça a les limites aussi de son système. Il est dans un système très clair. D'ailleurs, on voit bien ce que ce système propose. Hein. Bon, voilà. C'est quand même pas au... Enfin, bon, bref, vous savez tout ça. Donc, si on regarde ceux qui tiennent les ficelles, non, ils n'ont pas la réponse. Un jour, une réponse va arriver, d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Et ça ne sera pas la réponse, je pense, ni des religions, ni... Pourquoi tous ces jeunes vont se réfugier dans l'islam, par exemple? Pourquoi? Mais on leur propose, je ne justifie pas, hein, surtout que j'ai quelques petits problèmes avec eux, moi. Oui, moi. Donc, je ne justifie pas. Mais pourquoi vont-ils vers ces idéologies stupides? Parce que tout simplement, il y a quoi? On leur propose quoi? Tenir le mur? Tu demandes un boulot? Ben non,
délit de faciès. À l'école, ben, t'as rien compris, de toute façon tes parents ils s'en foutent, ils t'ont plus rien transmis, etc. Donc aucune éducation, etc. On demande d'ailleurs à l'école de faire ce travail-là, c'est pas à l'école à faire, c'est aux parents, hein, au départ. Hein. Voilà, et donc toute cette misère que nous voyons partout, qui est une misère physique, matérielle, morale aussi, et à un moment donné, il va y avoir des êtres, donc, je pense, des personnes humaines qui vont trouver d'autres clés, d'autres codes. Je suis devenu pessimiste, je pense qu'il faudra toucher le fond. Mais comme chaque fois, il faudra toucher le fond, et à ce moment-là, on remontera, ou on ne remontera pas, et on créera quelque chose de nouveau. Il y en a des prémices, il y a des gens qui font des choses, beaucoup de gens qui font des choses. Il y a des gens qui sont d'un dévouement absolu pour les autres, pour la société dans laquelle ils vivent, etc. Ils indiquent des voies, et cette voie-là, de toute façon, elle est très claire, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est la voie de la compassion. C'est déjà regarder l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme un partenaire. Tous les gens qui sont dans cette salle ce soir, on respire tous le même air, on vit tous au même moment. Demain, il y en a 1, 2, 3, ou après-demain, ou dans 10 ans, si vous voulez, qui disparaîtra, et d'autres qui arriveront. Mais on est tous forcément solidaires, puisque forcément vivants sur la même planète au même moment. Ça dégage des valeurs, et il y a des valeurs. Il y a plein de gens qui ont des valeurs. Mais pour l'instant, il y a peu de choses qui nous réunissent sur ces valeurs. Et pour moi, c'est surtout pas pour les partis politiques qui nous réuniront sur les valeurs qui font que le monde changera. En tout cas, les partis politiques tels que je les connais aujourd'hui, qui ne sont pour moi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et pour les pratiquer. Et pour les pratiquer. Et le théâtre. Une course d'ego. Le théâtre, Gérard. C'est un drôle de feu, c'est une toute petite flamme. Le théâtre, c'est une toute petite flamme qui brûle par le don que font à cette petite flamme tous ceux qui le pratiquent, tous ceux qui viennent le voir, le déguster. C'est une petite flamme. Moi, je sais qu'au Chêne Noir, je n'ai pas parlé du chêne jusqu'à maintenant, parce que c'est notre chêne dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, c'est pas du tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a un plaisir d'être là. On aime ou on n'aime pas mes spectacles, je ne dis pas que je m'en fous, hein. Faut faire comme les aime. Mais on aime ou on n'aime pas mes spectacles, c'est pas le total enjeu pour moi. Les gens sont bien quand ils viennent au chêne, ils sont heureux d'être là. Ça ouvre d'autres fenêtres, d'autres rencontres, les gens se parlent, se rencontrent, se croisent, parlent d'un coup, mangent, etc., voient un spectacle, sont en dehors de chez eux, des pantoufles, de la télé, des habitudes, des machins, des trucs. Tu sors, tu vas au théâtre, tu sors, et c'est bien, quoi. J'en suis presque, alors non seulement je suis mystique, mais en plus je vais devenir réactionnaire. Totalement réactionnaire. Merci, mon camarade de l'UNEF, en fait, je commence à penser. Mais non, je suis totalement réactionnaire dans le sens où il y a des moments, je me dis, ça serait peut-être bien que les gens à nouveau s'habillent pour sortir. Ça serait joli. Ça serait joli. Vous voyez, qu'on s'habille, pas le smoking, je parle pas de ça, mais qu'on s'habille, vous voyez, qu'on ait un peu d'élégance, que, je sais pas, ça nous sort du quotidien. Vous savez, ce quotidien, c'est la mort, c'est pire, c'est quotidien, capitalisme, argent, c'est terrible. Et si en plus le quotidien, c'est celui de l'argent, c'est barbare. Je pense à Lily Brick, la maîtresse, l'amour, la grande prêtresse de l'amour de Maïakovsky, cet immense poète russe. Quand il s'est suicidé, il a écrit à Lily, il lui a écrit 2 phrases, je ne cite pas in extenso, mais enfin, l'idée c'est ça. Il a dit « La barque de notre amour s'est fracassée sur les rochers du quotidien. » Voilà. Voilà contre quoi il faut lutter. Voilà les vrais combats. Voilà les vrais combats. Je suis le grand... Moi j'ai eu un beau-père qui était au Parti communiste, qui était à la CGT, le papa de Lys, ouvrier à Sorgues, voilà, bon, qui était vraiment, on peut dire, l'endroit où ça se passait au niveau de la classe ouvrière du coin. Bon. Je l'aimais beaucoup, moi, cet homme, mais cet homme qui parlait que de changer la société, etc. Chez lui, mais c'était un tyran. C'était un tyran. Il était... J'ai dit, je l'aimais beaucoup. Mais on peut aimer quelqu'un et savoir le reconnaître, y compris dans ses qualités, ses défauts. Il était insupportable, tyran avec ses enfants, tyran avec sa femme, n'acceptant pas la moindre discussion. Et quand il y avait des disputes, et il y en a eu avec moi, parce que quand je suis arrivé dans la famille, je n'ai pas pu trop fermer ma gueule, il se levait, il disait, ça continue, je repartirai à Moscou. Voilà, la réponse était là. La réponse était là. Vous voyez, donc je veux dire que
c'est peut-être, vous voyez, je suis forcément encore un arc, sûrement, parce que je pense qu'il faut foutre en l'air toutes ces idéologies. Franchement, je pense qu'il les foutre en l'air, ce qui ne veut pas dire de ne pas penser, bien sûr, et de ne pas proposer de nouvelles formes d'organisation dont nous avons besoin, mais qui pour moi sont encore à inventer. Voilà. Bien. Merci Gérard. Avant que nous nous séparions, alors deux choses. Demain, là on n'a plus le temps pour les questions, je suis désolé. Normalement on doit quitter le lycée vers 8h, vers 20h. Alors deux choses. Demain, donc, Gérard vous l'a brièvement dit, il va lire René Char à Sécano à 12h30, c'est ça? Donc 12h30 à Sécano. Et surtout, alors je pense que certains d'entre vous, ça peut énormément vous intéresser, le 14 mai, nous avons invité Olivier Pi, qui sera ici dans cette salle, et qui débattra, ce sera un débat avec ceux qui voudront bien venir, que nous invitons, vous êtes tous invités, et les élèves, qui seront là avec leurs professeurs, en particulier les classes préparatoires et les classes terminales théâtre. Donc lundi 14 mai, et nous comptons sur vous. Et si vous avez envie de débattre, voilà, je pense que vous aurez l'occasion de débattre. Aujourd'hui, ce n'était pas notre propos, désolé. Nous avions conçu la soirée comme ça, mais vous avez raison. Moi, j'ai retenu votre proposition. On y réfléchira. Tu peux donner une info. Il y a un livre qui va sortir, et tu connais l'auteur, Evelyne Jouve. Il y a un livre qui est écrit par un universitaire de Toulouse sur la venue de Living en 1968 à Avignon. Et les événements tout autour. Evelyne Jouve. Oui, monsieur Fond, moi j'ai... Oui. Je suis un peu étonné que personne n'ait parlé d'un des plus grands acteurs et des plus grands animateurs de l'époque, Agui Mouna. Pardon? Excusez-moi, moi je ne vous ai pas entendu. Ah oui, effectivement, oui, il a tenu une place très importante, y compris en 68. Mais bon, voilà, on ne pouvait pas parler de tous. Merci, bonne soirée, au revoir. Ça va? Si vous voulez un cadeau, les affiches de la conférence de ce soir, n'hésitez pas. Je terminerai avec René Char, qui a dit, ceux qui viennent au monde, on arrive, vous voulez, il est garni parce que...